L'Ayurveda Sourire, une émission présentée par Gwenaëlle Battard, praticienne en médecine ayurvédique, herbaliste, auteure et conférencière. Bonsoir mes fantastiques pépites et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission L'Ayurveda Sourire. Ce soir, nous allons continuer notre voyage à la découverte de l'Ayurveda Sourire et de ses contrées voisines en nous intéressant à une discipline spirituelle que de nombreuses personnes croient connaître et qui pourtant reste souvent bien méconnue quant à son sens profond. C'est une philosophie de vie, un art de vivre au même titre que l'Ayurveda, et on pourrait même dire que ce sont deux sœurs siamoises tant elles sont indissociables. Nous allons parler du yoga. Le yoga date d'au moins 5000 ans, voire bien plus selon les sources. C'est un mot qui vient du sanskrit yuj, qui signifie union, jonction, véhicule ou rencontre. Arion Rosu, qui est un chercheur et un indianiste roumain, le définit d'ailleurs comme un déconditionnement de l'être humain en quête d'absolu par la maîtrise du corps et de l'esprit. L'objectif du yoga est d'unir le soi individuel au soi universel, au divin, de se reconnecter à sa sagesse intérieure. Donc vous l'aurez compris, mes chères pépites, le yoga va bien au-delà des asanas, des postures. C'est une véritable voie de réalisation spirituelle. Pour m'accompagner ce soir et lever le voile sur cet art de se relier au divin, j'ai le grand plaisir d'accueillir une professeure de yoga pas comme les autres, une femme sacrée qui respire la bienveillance et la sororité. Elle est la fondatrice des Amazones parisiennes, vous l'aurez peut-être déjà croisée à un cours de yoga au Mandarin Oriental, au Bain de Léa ou au Royal Monceau, ou alors même peut-être participé à une de ces magnifiques retraites initiatiques à travers le monde. Bonsoir Caroline Nagel. Bonsoir Gwen. Je suis très contente d'être ce soir avec toi. Oh, tout le plaisir est pour moi. Alors comme je vous le disais, mes chères pépites, le yoga c'est une pratique spirituelle qui est l'union du soi avec le tout. Et l'Ayurveda, finalement, c'est la science de la vie, mais c'est aussi comment se relier à sa nature profonde pour cheminer en équilibre et en harmonie. Donc moi, quand on me demande quel est le lien entre l'Ayurveda et le yoga, au-delà du fait que ce soit deux sœurs védiques et qu'elles soient toutes les deux des techniques holistiques, pour moi, il est très très clair et j'ai tendance à dire que le yoga est de l'Ayurveda et que l'Ayurveda est du yoga. Puisque le yoga, c'est un art de vivre, un moyen pour atteindre l'éveil en maîtrisant et en purifiant son corps, comme l'Ayurveda. Et l'Ayurveda est une pratique spirituelle pour se relier au divin, au même titre que le yoga. Ces deux pratiques ont le même objectif, c'est vraiment la réalisation de soi par l'union du corps et de l'esprit. Pour toi, ma chère Caroline, qu'est-ce que le yoga justement, puisque je crois qu'en fait c'est pas très très clair pour beaucoup de personnes. Alors on va tout simplement reprendre les Yoga Sutras de Patanjali, donc ça a été écrit plusieurs siècles avant Jésus-Christ, et il explique que le yoga se divise en 8 piliers. Donc c'est une manière, c'est vrai que le yoga, comme tu l'as partagé, l'Ayurveda aussi lié à ça, c'est un tout, c'est une science de la vie et ça fait partie de beaucoup de choses. Lui a réussi un petit peu à diviser ça en différents piliers pour qu'on puisse un petit peu plus comprendre et avoir une direction à suivre, un chemin à suivre pour cette réalisation qui est le yoga. Nous avons donc le yoga, donc les deux premiers piliers sont yama et niyama, et ce sont, comme tu as dit, donc de la philosophie, une éthique de vie, des règles d'hygiène, une certaine manière de se comporter. Donc dedans il y a on prône la non-violence, le contentement, de se satisfaire de ce qu'on a, de continuer l'étude des textes sacrés, d'être toujours en perpétuelle recherche, en perpétuelle évolution. Il n'y a pas un moment où on s'arrête, où on est arrivé quelque part. On apprend toujours, on est toujours sur ce chemin de la réalisation. Et il y en a beaucoup d'autres, donc j'invite vraiment les gens, s'ils sont intéressés à travailler sur la philosophie du yoga, de regarder ce que sont les yamas, niyamas, peut-être de les imprimer, les mettre sur le frigo. Juste, c'est un outil très simple, mais en fait ce sont des principes de vie quand on les observe comme des fondements de certaines religions qui au final sortis de leur contexte sont juste du bon sens et font beaucoup de bien. Ensuite on a le troisième pilier qui sont les asanas, qui sont, comme tu l'as dit, les postures de yoga. Et c'est vrai que souvent, on réduit le yoga simplement aux postures. Alors c'est vrai que c'est une des parties les plus importantes du yoga, car c'est à travers la pratique physique qu'on arrive
à harmoniser les 4 plans, le plan mental, spirituel, physique et émotionnel. Donc c'est vrai que la pratique de ces mouvements, quand on pratique certains mouvements, on se retrouve devant certains blocages du corps, devant certaines limites de notre corps. Et c'est vrai que ces limites-là sont souvent des douleurs, des blessures qu'on somatise, qu'on met à l'intérieur de nous. Et grâce à la respiration, grâce à la répétition des postures, on peut ouvrir certains locks qu'on a dans le corps et donc enlever certains conditionnements. C'est un travail, c'est une rencontre avec soi. Et c'est vrai qu'à travers la pratique physique, il y a une vraie démarche spirituelle qui s'engendre, on va dire ça comme ça. Ensuite, après ça, nous avons pranayama. Pranayama, ce sont des exercices de respiration, c'est le 4e pilier. Et c'est vrai que là, encore, on rejoint l'Ayurveda, car par exemple, on a des respirations qui sont dites les respirations du feu, sont des respirations qui vont booster la chaleur à l'intérieur du corps. On a des respirations qui calment. La respiration, ça permet de faire circuler l'énergie dans le corps, l'oxygène dans le sang, et donc du coup, de se sentir plus fluide, en harmonie avec ce qui nous entoure. Et les 4 autres piliers sont des piliers qui sont liés à la méditation, car le yoga va de pair avec la méditation. Il y a différents stades de méditation, différentes techniques qui amènent au samadhi. Les personnes qui pratiquent le yoga ont envie d'atteindre cet état, sont sur ce chemin-là. D'arriver au samadhi, c'est un moment, un sentiment d'unicité avec le monde qui nous entoure, un sentiment d'être exactement là où on doit être, un arrêt dans le temps et l'espace et un moment de réalisation ultime. Et c'est vrai que le travail de la méditation par la concentration permet de développer des sens, et c'est ce que les gens viennent chercher dans le yoga, cette manière cette subtilité de la vie. On devient de plus en plus subtil, on commence à ouvrir certains cadenas, et c'est là où la magie commence à opérer. En fait, oui, c'est très intéressant parce qu'en fait, on voit bien aussi, de toute façon, c'est exactement ce que tu dis, qu'en pratiquant correctement le yoga et en utilisant sa respiration, donc l'énergie vitale, le prana, on peut avoir des résultats aussi tout à fait surprenants. C'est comme si c'était un petit peu un espèce de bol d'air, en fait, pour les cellules de notre corps. Et donc, comme tu l'as bien dit, les nœuds, les blocages peuvent se libérer, et il y a des troubles en fait aussi physiques qui peuvent s'améliorer de façon assez spectaculaire, juste avec la pratique du yoga. Alors je mets bien le juste entre guillemets, parce que comme on va le voir aujourd'hui, le yoga c'est vraiment très très vaste et c'est quelque chose de très profond. Et je pense, tu disais justement que c'était des sœurs siamoises, l'Ayurveda et le yoga. Et il y a un point de, donc oui, ce sont les deux faces de la même pièce au final. Il y a un point de jonction dont on parle peut-être pas, donc qui s'appellent les kriyas, qui sont les nettoyages. Donc c'est vrai qu'il y a le netipod, donc de laver le nez, il y a le lavage de la langue, il y a certains exercices qui permettent, comme le naoli, de travailler sur la digestion. Et je pense que quand on est dans les kriyas, on est entre le yoga et l'Ayurveda. L'Ayurveda va utiliser justement différentes plantes, les éléments pour soigner. Là, il y a aussi un travail interne qu'on peut faire soi-même avec les kriyas, et le yoga, les postures qui permettent d'ouvrir d'autres dimensions. Donc, tout ça forme un tout qui sont très intéressants. Non, c'est clair parce que, en fait, moi, je vois aussi beaucoup le lien, entre l'Ayurveda et le yoga. Je le vois beaucoup autour du prana. Donc, encore une fois, cette énergie vitale, ce souffle de vie. Moi, ce que je vois, c'est que l'Ayurveda, en fait, on se sert de la puissance du prana qui est déjà présente dans le corps, en fait, l'énergie circulante, comme un outil de guérison. Et puis, j'ai la sensation, en tout cas, que le yoga utilise l'intelligence du prana dans une voie spirituelle et dans la réalisation de soi. Je sais pas ce que t'en penses, du coup. Alors, il faut que tu reformules exactement, excuse-moi. Non, pas de souci. Est-ce que tu crois que le prana, justement l'énergie vitale, le souffle de vie, c'est pas aussi le lien le plus direct entre le yoga et l'Ayurveda ? C'est vrai. Effectivement, moi j'ai parlé des kriyas, ça peut être le pranayama qui fait partie justement des piliers du yoga. La respiration, ce prana, l'énergie vitale, c'est la manière, comme tu l'as dit, de débloquer tout. Donc je suis complètement d'accord avec toi, ma chère Gwen. Je ne peux rien ajouter de plus, que vous avez complètement raison. Et ce travail de respiration, c'est vrai que d'en parler c'est génial, mais de plus en plus de personnes souvent on se rend compte, on respire de manière la respiration est inversée par rapport à la respiration qu'on devrait faire, à savoir quand on inspire, on doit gonfler le ventre, gonfler son corps
mettre de l'air à l'intérieur et quand on expire, donc c'est le moment d'expulser et on se rend compte avec le stress, tout ce qui se passe un petit peu autour de nous, on bride cette respiration, on essaie de devenir très discret, de pas déranger, donc de ne pas respirer et souvent beaucoup de maux sont dus simplement au fait de ne pas bien respirer. Donc à quel point la respiration est un grand bonheur. J'encourage les gens qui nous écoutent à prendre des grandes inspirations juste pour se faire du bien parce que c'est vrai que c'est tout simple et c'est une des plus grandes médecines qui existent. Ouais, de toute façon, souvent, c'est le bon sens. Revenir à la simplicité, au bon sens, c'est souvent ce qui marche le mieux. Mais après, les kriyas, en effet, ont beaucoup d'intérêt. C'est clair que moi, je préconise beaucoup, par exemple, le nettoyage nasal, se laver la langue aussi. Toutes ces choses-là, ça fait partie, en fait, de petits rituels quotidiens qui ont vraiment de l'importance. Et justement, par rapport aux rituels, est-ce que tu vois pas le yoga comme un rituel en soi, déjà, de toute façon, à intégrer dans son quotidien, au même titre que se brosser les dents ou n'importe quelle autre chose qui nous paraît absolument évidente? Effectivement, le yoga est un rituel, je dirais même une prière, une rencontre avec soi. Son tapis, ça devient un petit peu son temple. Et c'est un travail en fait de rigueur. Par exemple, de tous les jours aller sur son tapis, pratiquer des postures, les repratiquer, développer, ouvrir, respirer à l'intérieur. C'est une vraie rencontre avec soi. Et en fait, tous les jours, on peut travailler sur différentes facettes. On peut s'observer, on peut un petit peu établir sa météo intérieure grâce à ces pratiques en observant comment on pratique aujourd'hui, dans quelles conditions on est pour commencer cette journée. Et toi, du coup, qu'est-ce qui t'a amené au yoga ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu décides en fait d'offrir cette magnifique philosophie de vie au monde ? Alors, dans mon parcours par rapport à l'Inde et la médecine indienne, c'est vrai que j'ai été attirée en Inde par l'Ayurveda, donc c'est là où aussi on a des points communs. J'ai trouvé que cette science avec les éléments, le feu, l'eau, enfin, tout ça, ça me parlait énormément. Donc, c'était quelque chose qui a été une révélation. Je me suis dit, enfin, ça, c'est une médecine qui me parle. Il y a eu un déclic. Et après l'avoir étudié donc, pendant plusieurs années avec un docteur indien, apprendre le pouls, la langue, regarder les yeux, j'ai été passionnée. Et un jour, donc, j'ai été amenée à essayer le yoga. Et j'ai trouvé que, voilà, pour moi, qui était quelqu'un qui était timide, qui me sentait pas forcément très à l'aise en société, qui, plus jeune, devait avoir peut-être un verre de vin ou une cigarette, enfin quelque chose dans la main dans des moments de réception, des anniversaires ou des choses comme ça, pour avoir de la prestance, parce que voilà, je savais pas exactement qui j'étais et tout ça. J'ai trouvé grâce au yoga une vraie ouverture de l'estime de moi. Donc ça travaille beaucoup sur le chakra de l'estime au sol, chakra qui se situe ici à Mansi. Il ne voit pas. le plexus solaire, donc le troisième chakra, Manipura, la cité aux joyaux. Exactement. Et cet endroit-là qu'on ressent de plus en plus, qu'on voit aussi au niveau de la posture. Donc quand on n'a pas confiance, on va avoir plutôt les épaules qui vont aller vers l'avant, le dos un petit peu comme une protection, une carapace. Au contraire, peut-être quand on est trop ouvert, ça va être dans ce sens-là. De trouver un juste milieu au niveau de la posture, de travailler sur cette ouverture, sur cette estime de soi, ça a été un très beau chemin, et j'encourage toutes les personnes qui peut-être ont eu ou ont ce genre de problème, qui parfois ne savent pas encore exactement comment être, qui est-ce que je suis bien, est-ce que le travail du yoga aide à booster la confiance en soi, l'amour de soi, et le chemin commence par là. C'est clair. Puis en plus d'ailleurs, rien qu'une chose simple, c'est que dans la pratique du yoga justement et des postures, des asanas, il faut pas aller au-delà de ses limites. Il faut écouter son corps. Donc déjà être dans cette connexion avec qui l'on est. Et quelles sont nos limites du moment? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça soulage? Est-ce que, par exemple, je sens que je m'ouvre ou que je ferme? Ce que tu disais, savoir observer ça, c'est déjà être dans l'amour de soi. Parce que ça parle aussi de ce qui se passe dans notre vie, puisque les asanas, qui sont des postures, il y en a plein, je sais même plus combien il y en a. Il y a combien de 108 ou je sais pas pourquoi j'ai 108 en tête. 108 parce que c'est un chiffre sacré, même tous les malas ont 108 comme non, mais je pense qu'il y a même des créations de postures qui se font. Je pense que c'est infini le nombre de postures de yoga qui existent. Je pense pas qu'il y ait un nombre défini. Ouais, bah du coup ça dépend des écoles, je pense. Oui, après bien sûr, parce que c'est qu'il y a en plus beaucoup d'écoles et beaucoup de types de yoga différents, mais enfin voilà, réussir justement à poser
ses limites aussi et ne pas aller au-delà de ce qu'on peut faire, c'est aussi réussir à poser ses limites dans la vie et savoir se respecter dans toute l'entièreté de qui l'on est, avec le corps qu'on a et ses difficultés du moment. Donc je pense qu'en effet, le yoga, c'est vraiment, ça apprend en fait à se reconnecter à son corps et à savoir dire oui ou dire non. Exactement, c'est très 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 bien résumé. Ouais. Et surtout apprendre à dire non, je pense. Dans la vie, c'est quelque chose. Je connais beaucoup de femmes qui ont aussi un travail à faire sur ça, et de poser ses limites, c'est quelque chose qui peut paraître très simple pour certains et qui pourtant est un cheminement. Et c'est vrai que le yoga nous permet de les poser, de les apprendre en tout cas, de les rencontrer. Et ben, du coup, est-ce que tu vois ça comme un outil, je pense que oui, là c'est ce qu'on est en train de voir, mais comme un véritable outil de guérison spirituelle et physique, justement le yoga? Est-ce que t'as vu toi des cas concrets, par exemple dans la pratique du yoga, parce qu'on aime bien toujours avoir des petits exemples concrets. Bien entendu, c'est un vecteur de soins. Alors il en existe plein d'autres. Moi j'ai eu la chance de rencontrer une femme extraordinaire qui avait eu donc plusieurs ruptures d'anévrisme, qui avait un bras paralysé, qui ne pouvait plus s'exprimer complètement, et qui avait vraiment. Il y avait dans le corps un choc qui s'était installé. Et la pratique du yoga, du souffle, lui a permis de libérer son bras, de libérer sa parole. Elle parle magnifiquement maintenant, elle a le corps complètement ouvert, elle rayonne. Et effectivement, c'est ce pourquoi je pense des professeurs de yoga ou des gens vont dans cette thérapie-là, c'est les bienfaits sont multiples. C'est effectivement le corps qui s'ouvre, mais plus on devient souple dans le corps, plus aussi on devient souple dans l'esprit. C'est un tout qui se fait, et c'est beaucoup d'acceptation, beaucoup de tolérance. Il y a beaucoup d'humilité aussi qui émane de ces pratiques-là quand elles sont pratiquées avec le professeur qui nous convient. Mais justement, alors est-ce que tu crois pas que le yoga est un peu dénaturé en Occident? Est-ce qu'il n'y a pas un peu quand même cette image de je vais au yoga, je vais à la gym, alors que c'est tellement pas ça? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, le yoga dénaturé en Occident. Effectivement, il y a de nombreux professeurs, donc plein de techniques différentes. Le yoga, il a pris toutes les formes. Le yoga sera ce que tu veux qu'il soit, en fait, en fonction de quel professeur tu choisis. Pour moi, la base de tout, c'est de faire les choses avec son cœur. La personne qui enseigne avec son cœur, avec l'envie de guérir, avec cette intention-là de soin, ça c'est déjà une première chose. Mais ensuite, effectivement, tu as raison, par rapport aux traditions indiennes ancestrales, on a vraiment beaucoup évolué sur maintenant la manière dont on va même pouvoir parler de la consommation du yoga, parce que maintenant c'est des horaires, tac, tac, on va à son club des gyms, tac, tac. Mais c'est adapté aussi à la vie que l'on a. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, on va prendre les couleurs de son professeur. On a besoin de rigueur, on va avoir un professeur très rigoureux. On a un boss qui toute la journée nous cravache, on a besoin de bienveillance, de se détendre. On va prendre un professeur qui axe plus sur la méditation, avec un peu de sophrologie, qui va être plus dans cette bienveillance, cet amour de soi. Donc, c'est à nous de choisir aussi de se diriger vers la personne qui nous attire. J'entends souvent une personne qui me dit « Oh non, le yoga, j'ai fait un cours, ça m'a pas plu, c'est pas pour moi, soit c'est trop speed, soit c'est trop lent, soit c'est jamais exactement comme... Et en fait, j'encourage ces personnes, peut-être, c'est seulement qu'ils n'ont pas trouvé le professeur, la pratique qui leur correspond. Et cette pratique aussi évolue, comme les doshas, comme justement l'Ayurveda aussi, on évolue tout au long de sa vie, on change. Il y a des moments où on aura besoin plus de travailler sur ça et d'autres plus sur un autre aspect. Et les types de yoga sont la même chose. Au bout d'un moment, après avoir pratiqué peut-être pendant 1 an ou 2 ans un type de yoga, peut-être le hatha pour commencer, on a envie de quelque chose de très militaire, comme le ashtanga, très rigoureux, ou au contraire quelque chose comme ces nouveaux types de yoga où en même temps on danse un petit peu à l'intérieur pour libérer un peu plus de fluidité, libérer l'élément eau à l'intérieur. Donc c'est vrai que le yoga c'est un chemin, et il y a plein d'enseignements, plein de chemins différents. Et c'est à vous de choisir et de découvrir le professeur qui résonnera le plus avec votre vibration. Oui, parce que c'est vraiment ça. En fait, je pense que, réaliser, des postures et pratiquer le yoga, c'est être dans son alignement, et c'est étudier
le chemin en fait pour aller vers la posture. C'est pas vraiment en soi la posture qui compte, c'est pas le résultat, c'est plutôt en fait comment on va y arriver, puisque tout ça en fait ça va nous donner des indications aussi sur comment fonctionne notre corps et qui l'on est en fait. C'est le chemin qu'on prend et pas la destination en fait qui aura du sens dans la pratique du yoga. C'est très vrai, même, et je dirais même que c'est justement en plus dans ces moments-là, en fait, on se blesse. C'est pas courant qu'on se blesse au yoga, mais les seuls moments, enfin la plupart des moments où les personnes pourront se blesser en yoga, en fait, c'est dans le chemin qui amène à la posture, parce qu'en fait, quand on est tellement dans le vouloir réussir la posture, on oublie en fait les étapes qui amènent à celle-ci, et en fait, c'est les seuls moments où il faut faire justement être le plus en présence possible. Et le yoga développe la concentration, et ça, c'est vrai que c'est l'enseignement que j'ai eu avec les plantes de la forêt amazonienne, parce que je travaille beaucoup avec les pays d'Amérique du Sud. La concentration, d'apprendre à concentrer son esprit, c'est une des plus grandes qualités. Alors, il n'y a pas que le yoga, il n'y a pas que la méditation, il y a plein d'autres pratiques, même peut-être une grand-mère en train de tricoter va développer sa concentration. Il y a tous les chemins, encore, amènent au même résultat. Mais en fait, surtout dans la société dans laquelle on est, où on est très distrait, et la concentration, ça nous paraît, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? On est très distrait, on manque beaucoup de concentration, et en fait, quand on a envie de développer un petit peu son être, quand on est en couple avec quelqu'un qui commence à peut-être aller sur le chemin du yoga, c'est vrai que ça serait intéressant aussi de la manière qui vous parle le plus à vous, mais de travailler sur cette concentration, sur comment se sentir plus centré, se sentir ancré, comment un petit peu travailler sur cette présence, cette qualité de présence, car c'est ce qui permet de développer en fait des facultés, de devenir plus sensible, de prendre conscience pas seulement de son corps, de son être, mais de ce qui se passe autour, et de prendre conscience des éléments. Et après, les choses, certaines deviennent évidentes. Le temps, quand il va pleuvoir, il y a plein. Il suffit pas de regarder si les vaches sont debout ou assises. À Paris, c'est un peu difficile. Bon, pourquoi pas, écoute. Pourquoi pas. Allez. Donc c'est vrai que il y a un autre monde qui s'ouvre à nous, et c'est très intéressant. Il faut juste trouver le chemin qui correspond à chacun. Ouais. Et là, du coup, ça, c'est du pur yoga. Là, on est vraiment, en fait, dans la réalisation spirituelle, la connexion, en fait, du soi avec le tout, ce qu'on disait tout à l'heure. On est vraiment dans cette voie-là. Et justement, je rebondis un peu sur la grand-mère qui tricote, mais souvent, moi, c'est ce que je dis aux personnes que j'accompagne en consultation. Je leur dis, mais écoutez, vous avez du mal à méditer ou tout ça, mais il suffit que vous fassiez la vaisselle. Si vous êtes complètement, par exemple, vraiment concentré sur ce que vous faites, vous êtes dans un acte du quotidien qui est hyper classique. Et pourtant, en Inde, tout ce qui est nettoyage, tout ça, c'est des sevas, en fait, c'est des pratiques qui permettent, en fait, de s'élever vraiment spirituellement, en fait. Et ça fait partie, d'ailleurs, des pratiques les plus respectées, celle du nettoyage, en l'occurrence. C'est karma yoga. Tout à fait. On est dans du karma yoga. Donc du coup, là, on voit bien que le yoga, c'est pas de la performance. Non, le yoga, c'est pas de la performance. C'est juste de l'écoute de soi, c'est une rencontre avec soi, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt interne. Après, il existe maintenant de nouveaux types de yoga, qui c'est comme l'acro-yoga, justement, parce qu'après avoir pratiqué le yoga sur son tapis, être allé à la rencontre de soi, à un moment, on a ouvert certains locks à l'intérieur de nous. On a juste envie, c'est de rencontrer les autres, d'être en contact, de rire, d'avoir un autre. Et donc, maintenant, il y a d'autres disciplines qui se sont développées, comme donc l'acro-yoga, par exemple, qui se pratique à deux, où on prend les mains de l'autre. C'est un petit peu comme le principe de l'avion quand on est enfant. Et ça mélange massage thaï et acrobatie. C'est accessible à différents niveaux. Et c'est vraiment très ludique, très sympathique. Donc, effectivement, le yoga prend différentes formes, mais moi, ça me fait plaisir. Et plus il y a des gens qui pratiquent certaines pratiques ensemble, tout seuls, qui leur permettent de se faire du bien, mieux on est. Non, mais c'est certain. Et puis bon, de toute façon, après, quand on te connaît, qu'on a la chance en fait de te rencontrer, on voit que tu es aussi une personne qui travaille beaucoup avec le cœur, que toi, c'est beaucoup en fait de l'élan intérieur. Donc, je pense que tu transmets aussi ça. Et je crois que le moment où on a besoin d'être un peu dans le jeu, d'être un peu plus en connexion avec son enfant intérieur, ça aussi, t'arrives à le percevoir, parce que t'es beaucoup en connexion avec les femmes et avec toutes les personnes qui viennent à tes cours. D'ailleurs, les femmes, c'est quelque chose d'important dans ton parcours aussi. Tu travailles beaucoup avec le féminin, tu fais du yoga prénatal aussi, il me semble. Et d'ailleurs, là, elle a un ventre magnifique puisque Caroline est enceinte, elle est rayonnante. Donc c'est un vrai plaisir, un vrai bonheur. Est-ce que tu voudrais nous en parler ? Effectivement, c'est vrai que
accompagner les femmes, c'est quelque chose juste de sublime. Toutes les femmes, elles ont des parfums différents, elles sont toutes belles, c'est des fleurs. Il y en a qui percent la neige en hiver, il y en a qui ont un parfum incroyable en été. J'adore la diversité qu'il y a dans les femmes, les richesses, les médecines. Je suis entourée de plein de femmes inspirantes, toutes les thérapeutes, toutes les artistes, les performeuses, toutes ces femmes qui ont des choses à partager, car certaines soignent avec leurs mains, d'autres avec leur voix, d'autres avec la vibration de leur corps ou leur cœur, ou la maîtrise intérieure qu'elles ont justement de leur corps et des muscles internes. Elles arrivent à faire des choses incroyables. Donc j'admire l'être humain parce que quand il choisit certaines voies, il arrive à développer comme des pouvoirs magiques. Et c'est vrai que les Amazones parisiennes, c'est un peu une réunion de toutes ces personnes-là que la vie a mis sur mon chemin. Et grâce à elles, avec toutes ces personnes-là, on peut accompagner la femme dans toute sa réalisation. Ça va de la jeune femme peut-être autour de 14 ans qui commence à avoir ses lunes, à la femme qui devient adolescente, qui devient ensuite, qui après a fait ses études, qui a été en période peut-être de stress, tout ça pour recalmer, se recentrer un petit peu sur elle, apprendre. Là, c'est vrai que la méditation, la sophrologie, le yoga, ça plaît beaucoup. La femme qui devient qui va peut-être se marier, qui va après quand elle aura quand elle sera enceinte, cet accompagnement prénatal. C'est vrai que toutes les étapes de la femme jusqu'à la ménopause, ça nous passionne, et à chaque fois ces différents chapitres, et de pouvoir partager, accompagner des techniques ancestrales ou plus actuelles, je trouve ça passionnant et très très riche. Mais même après la ménopause finalement, puisque c'est une nouvelle ouverture, en fait, une nouvelle féminité qui se crée encore. On dit le deuxième printemps. C'est vrai, mais souvent les femmes, après, donc la ménopause, c'est un moment où les hormones sont un petit peu en chaos, donc c'est un petit peu spécial. Et là encore, on a besoin de groupes, d'être accompagnées. C'est vrai que souvent, quand elles passent après ce stade-là un petit peu instable, où les hormones bougent et tout ça, elles arrivent à un niveau de paix. C'est pour ça que j'ai un énorme respect pour, souvent, c'est des femmes qui deviennent à l'âge donc de grand-mère. Et là, ce sont des enseignements. Et là, on les accompagne plus, c'est elles qui nous accompagnent. Voilà. La sagesse de la femme, du féminin sacré, du divin. Du coup, mais le yoga, c'est quand même, par contre, on est bien d'accord, hein, c'est important, je pense, d'en parler, que c'est pour tout le monde, que c'est pour tous les âges et tous les corps. Bien entendu, c'est adapté à tout le monde. La seule chose, par contre, ça serait de commencer peut-être, si on a certaines pathologies, certaines choses un petit peu spécifiques, je pense que ça serait bien peut-être d'avoir un cours particulier au début, oui. Ou en tout cas avec très peu de personnes, car c'est vrai que si on a une prothèse de hanche ou une petite particularité, si on va à un cours collectif comme ça sans vraiment savoir, le professeur de yoga, qui peut être même super, ne peut pas donner l'attention à tout le monde, et certaines postures qui seront super bénéfiques pour toi pourraient me faire mal. Donc du coup, c'est pour tout le monde, ça c'est certain, c'est pour tout âge. Et je disais, j'ai ce respect pour nos grands-mères, mais si bien entendu elles ont besoin d'un accompagnement et d'être là, on sera là aussi, on sera ravis de pouvoir aider. Donc de tout âge, c'est vrai qu'on commence plutôt, les enfants commencent vers 7 ans le yoga, parce qu'avant ils s'en fichent, ils n'ont pas besoin, et la concentration, c'est pas ce qui intéresse le plus, il y a trop de stimulation. Donc à partir de 7 ans jusqu'à quand on veut. Le yoga est une pratique qui se fait. Il suffit de trouver le professeur. Il y a des yin yoga, des yogas très doux pour commencer. La seule chose qui est très intéressante, et là je pense que c'est bien aussi d'aller vers toi et d'être un petit peu coachée à ce niveau-là, c'est que souvent la personne qui est très tonique, très cardio, va adorer aller dans des yogas comme le Ashtanga, ou des choses qui sont justement plutôt toniques et avec beaucoup de rigueur et d'énergie, alors que cette personne-là peut-être serait plus intéressant qu'elle aille dans un autre type de yoga qui soit plus dans la fluidité pour son équilibre, alors que quelqu'un qui adore la barre au sol, qui adore la souplesse, parce que peut-être pour elle un grand écart c'est très facile, a beaucoup de souplesse et beaucoup de facilité là-dedans, devrait plutôt aller dans un autre yoga qui structure plus les os, qui soit plus dans la structure et l'enracinement. Donc je pense qu'effectivement c'est bien. On se demande toujours quel type de yoga. C'est bien d'être conseillé, c'est bien d'essayer, c'est bien d'explorer et d'être accompagné pour commencer le yoga en tout cas. Oui, non, c'est clair. Et puis bon, après, même les personnes qui ont parfois des difficultés physiques, il y a aussi le yoga Iyengar, il y a beaucoup de techniques en fait vraiment à aller explorer. Je pense qu'il faut pas s'arrêter à ça. Pour moi, c'était vraiment
utile en fait d'aborder ce sujet parce que, enfin, surtout le fait que c'est pour tout le monde, parce que ceux qui me suivent en fait sur Internet, sur les réseaux, ceux qui s'intéressent à l'Ayurveda sourire ou ceux qui ont lu mon livre, et encore plus même les personnes que je suis en consultation, elles le savent très bien. Un des piliers de l'Ayurveda sourire, c'est l'estime de soi. Et très souvent en fait en consultation, j'entends des personnes qui me disent qu'elles adoreraient faire du yoga, mais qu'elles ont peur d'aller au cours parce que elles se sentent nulles, pas assez souples, pas assez minces, pas assez belles, pas assez ceci, pas assez cela. Elles ont peur d'être jugées en fait, d'être dévalorisées, puis de pas être à la hauteur. Alors que le propre du yoga, c'est pour ça que c'est bien de le rappeler, c'est que personne n'est nul et que c'est justement une discipline qui est ouverte à toutes et à tous. En fait, le yoga, c'est le yoga qui s'adapte au corps, c'est de chacun en fait d'ailleurs, hein. Et c'est pas le corps qui s'adapte au yoga, donc c'est sûr qu'il y a des postures qui sont plus ou moins simples pour certaines personnes, parce qu'on a tous des corps différents, des bras, des jambes plus ou moins longues, on a plus ou moins de poitrine ou pas. Enfin, je veux dire, on peut être des hommes, des femmes avec des douleurs à certains endroits. Et voilà, et c'est exactement ce que tu disais du coup que vraiment il faut trouver en fait son professeur, la pratique de yoga qui nous convient, et puis encore une fois insister sur le fait que c'est vraiment le chemin vers la posture plus que la posture elle-même et son résultat du coup qui a vraiment une importance. Et toi, c'est vraiment aussi ce que tu essaies de véhiculer. Enfin, je veux dire, tu travailles beaucoup aussi sur l'amour du corps et des femmes. Ce que tu viens, excuse-moi. Je t'en prie, non, mais vas-y. Là, mais elle a raison, mais grave, mais ouais, oui, c'est ça. allez. Et c'est vrai que justement pour ces personnes peut-être qui auraient peur d'aller dans un cours ou qui auraient honte, donc bien entendu, c'est la première fois peut-être un cours un peu particulier pour que la personne puisse checker leur dos, pour leur dire voilà, toi les positions, les back bend, donc de se cambrer, ce sera mauvais par rapport à tes lombaires, ou bien donc qu'elle ait un petit peu des petites directions, c'est important. Mais ensuite d'aller dans un cours de yoga, c'est une énorme réalisation, car justement ces personnes-là se sentent un petit peu étrangères au monde, dissociées des autres, différentes, alors qu'en fait quand tout le monde est ensemble, il y a un sentiment d'harmonisation. Quand tout le monde respire ensemble, il y a un sentiment d'union, on devient une seule et même cellule, et c'est très beau et ça ouvre énormément le cœur. Et c'est vrai qu'on peut passer sa vie à aller voir tous les différents thérapeutes du monde, parfois juste d'être en cercle, enfin de se retrouver avec des gens, de partager des choses toutes simples. Ce sont des choses qui soignent énormément. Et c'est vrai que ça peut paraître très simple et anodin, mais de se retrouver dans un espace, de respirer en même temps avec les gens, ça peut être aussi de chanter, parce qu'après il y a aussi les mantras qui sont très jolis. C'est des moments d'ouverture, des moments de connexion et des moments de réalisation énormes. Donc je pense que plus quelqu'un se sent comme ça, plus je l'encourage à aller dans un cours pour se sentir faire partie de ce tout et travailler sur cette ouverture de cœur qui est sublime. Bah voilà, c'est magnifique. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour nos auditeurs, Caroline ? Un petit mot de la fin pour nos auditeurs. Alors par rapport au sujet dont on a parlé aujourd'hui, donc l'Ayurveda et le yoga, on organise donc avec les Amazones parisiennes une super jolie retraite. C'est un week-end en octobre, du 11 au 13 octobre. C'est yoga Ayurveda, c'est dans la Drôme provençale. Donc c'est vraiment très comme un cocon. Ça sera la famille avec 2 yoginis super, donc Fleur et Émilie. C'est nos 2 yoginis adorables, remplis de magie, remplis de douceur. Et c'est un petit week-end dans une très très jolie maison où les gens pourront pratiquer le yoga, manger de manière ayurvédique, étudier les plantes, se balader en forêt. Donc voilà, si les gens sont intéressés pour aller un petit peu plus loin dans cette réalisation-là, je les invite à regarder sur notre site internet ou sur notre Instagram. Oui, parce que du coup, vous pouvez bien sûr retrouver Caroline. Bon, bien sûr, vous pouvez faire un cours avec elle, ses retraites, etc., etc. Mais pour ne rien rater et avoir toutes les informations, vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux et sur son site, lesamazonsparisiennes.com. Et vraiment, je vous invite à vous y intéresser et encore plus à la rencontrer, parce que c'est vraiment une personne. En fait, quand on la rencontre, on prend en fait toute la puissance et toute la générosité en fait qu'elle a à l'intérieur. Moi, c'est quand je l'ai rencontrée tout de suite que j'ai eu un grand coup de cœur pour elle. C'est vraiment une personne en fait qui mérite vraiment d'être connue. Donc allez vers elle surtout. Oui, non mais c'est vraiment, je le pense. Donc voilà, toutes les informations, enfin de toute façon, sont comme toujours dans le descriptif de l'émission. Et en ce qui concerne tous les événements de l'Ayurveda Sourire, donc il y a un café Ayurveda le 24 septembre, et puis il y a le cercle des Sundari, qui est mon cercle de femmes ayurvédiques, qui commence le 26 septembre. Il reste seulement quelques places, donc inscrivez-vous vite.
C'est un cycle de 4 cercles de femmes vraiment uniques en son genre pour se relier à son féminin sacré en étant en connexion avec les déesses indiennes. Donc ils se dérouleront tous les jeudis soirs, enfin 4 jeudis soirs en tout cas, chez Healing, qui est rue Saint-Honoré, près de Palais Royal. Et sinon, bien sûr, mes chères pépites, vous pouvez suivre toutes mes actualités sur les réseaux et sur mon site Mihira Ayurveda. Voilà, écoutez, je remercie encore 1000 fois Caroline pour sa présence et sa belle énergie. Merci à toi, c'est un grand bonheur de passer ce moment avec toi, merci beaucoup. Avec joie. Et un très très grand merci mes pépites pour votre attention. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous envoie une myriade de sourires et surtout, rappelez-vous que la joie du cœur est la santé du corps. À bientôt. L'Ayurveda Sourire, une émission présentée par Gwenaëlle Battard, praticienne en médecine ayurvédique, herbaliste, auteure et conférencière.